que je propose, c'est aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on connaît un petit peu, qui est le communisme. Nous savons bien dans le milieu militaire, mais on a aussi une dimension Marseille, et comme on est en collaboration sur le collaborant avec la Collection, on a finalement une spécificité marseillaise. Donc l'archipel des Comores nous fournit un certain nombre de mécanismes. Et l'archipel des Comores, c'est constitué de 4 îles, dont 3 essentiellement qui sont la République islamique des Comores, et nous avons Mayotte, dans le département français. Donc, mais on a une grosse filiation avec les Comores de Marseille. Donc 4 îles, un peu moins de 1 million d'habitants, une grosse partie considérée comme en développement, et une culture, c'est important à savoir, centrée sur ce qu'on appelle le grand mariage, le phénomène culturel, le regroupement de la communauté autour du marié qui va devenir homme. Donc ça c'est important parce que c'est vraiment quelque chose qui peut motiver des déplacements. Alors on a sur Marseille, je préfère vous dire les Marseillais d'origine comorienne que les Comoriens de Marseille, tout simplement pour respecter la nationalité des gens. Il y a 70 000 personnes d'origine comorienne, avec des générations successives. Ça a commencé dans les années 40 avec les bateaux. Ça a suivi après, dans les années 70. Et puis ça s'est disséminé progressivement. Il n'y a pas eu ces vagues après, il y a eu une sorte d'arrivée régulière sur le temps de nouveaux migrants de la République des Comores et de Mayotte. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs générations. Donc, on préfère dire Marseille d'origine comorienne, Comorien de Marseille, parce qu'il y a la question d'appeler Comorien quelqu'un qui a une nationalité française depuis 2 générations. Et donc, il ne faut pas faire de délit de visage faciès en disant c'est un Comorien, donc il est Marseillais d'origine comorienne, et c'est de plus en plus. On va voir que c'est important en termes de prise en charge, de soins et de prévention. Donc les quartiers vont être finalement les quartiers de résidence vont être un peu liés à ces vagues migratoires. Les pathologies des gens d'origine comorienne, toutes les maladies bien évidemment, il y a ce qu'on appelle les pathologies de transition, l'hématolie, diabète, les cancers classiques, mais il y a aussi des maladies qui vont acquérir au pays, des infections communautaires pour lesquelles ils ne viennent pas souvent à l'hôpital, en pratique. Les arboviroses, on avait eu l'alerte en 2005 avec le premier cas avant même que la Réunion apparaisse, des cas de dengue occasionnels et surtout le paludisme. Dans le paludisme à Marseille, c'est le fruit de ce qui se passe dans l'archipel, c'est une région qui est endémique, pays du groupe 3, donc plus de sensibilité en tout cas à la chloroquine. On ne doit pas considérer que la chloroquine ou les associations à base de chloroquine sont efficaces en termes de prévention. Vraiment, c'est un groupe 3. Cette maladie qui est bien connue à Marseille. Tous les urgentistes, le service de maladies infectieuses ou pédiatrie peuvent être confrontés à ces patients. Et ça a été aussi sur de nombreux travaux scientifiques depuis l'équipe, même de Fouet-Boigny à l'époque, jusqu'à maintenant aux équipes actuelles. Tout le monde a plus ou moins travaillé sur le paludisme avec une production scientifique intéressante. Si vous tapez paludisme et Comores, vous avez environ 59 articles. Les 3/4, c'est des équipes françaises. Donc il y a peu d'équipes sur place qui produisent. Les équipes qui fournissent sont donc la métropole, en particulier de Marseille, la Réunion, avec on travaille sur Mayotte, et l'Institut Pasteur de Madagascar qui étudie les souches, puisqu'il y a un intérêt régional à connaître ce qui se passe. Les études sur Marseille, elles sont axées sur 2 aspects, les aspects cliniques et sociaux. Le voyageur avec son paludisme est un malade, mais c'est aussi sur un aspect santé publique où le voyageur est un sentinelle, c'est un vecteur du parasite, donc c'est un milieu de culture, un milieu de transport, et donc on peut avoir des aspects parasitologiques, cultiver les souches à partir de ces malades et avoir certaines informations. Vous voyez que, j'en ai sélectionné quelques-uns, les plus axés sur la clinique, il y a beaucoup de travaux, en particulier évidemment de l'hôpital Nord, pour les adultes comme pour les enfants. Les travaux ont été régulièrement produits. J'ai choisi quelques-uns. Là, c'est un travail récent qui a été conduit dans le cadre du réseau Géosentinelle avec l'hôpital Nord, notre hôpital,
et où on a étudié donc, sur la base de données de Géosentinelle des voyageurs qui consultaient pour une maladie, pour un événement présumé lié au voyage, sur une base de 100 000 données à peu près. On a extrait les gens qui avaient séjourné dans une île de l'océan Indien et qui consultaient pour ça. Donc on s'est rendu compte, vous voyez, du très très fort lien dans cette base entre le paludisme et l'économie. Le fait, quand on regarde la représentation, finalement, le poids sur l'ensemble des consultations, on voit bien que le paludisme est surreprésenté par rapport aux autres zones sur les patients qui ont séjourné au Congo. Il est vraisemblable d'ailleurs que c'est aussi parce que les autres petits problèmes d'infection communautaire sont réglés en ville, alors que là, il y a un biais hospitalier défini. Là, l'équipe de Nord a travaillé pour décrire le paludisme et pour le positionner dans le contexte finalement de la fièvre de retour. Et vous voyez que le recrutement sur le CHU, donc sur le Nord, c'est sur le Nord, essentiellement, était un recrutement constitué avec un chiffre important de migrants, et le paludisme, c'était le diagnostic qui était le plus souvent retrouvé, avec un lien fort, là encore, sur les Comores. Les gens qui retournaient en famille, ce qui sous-entend les migrants et leurs descendants également. Alors, il y avait un travail de thèse qui a été conduit en 2005, qui n'est pas publié, qui va être poursuivi. On a cherché à décrire sur l'hôpital Nord, la Conception, la Timone et l'hôpital d'Aveyron, les aspects du paludisme, différents aspects, cliniques, et certaines inventions en matière de prévention. C'est le travail du docteur Simon Morel, médecin militaire français d'origine colombienne, donc impliqué dans ce travail. On peut présenter quelques résultats. Donc c'est le poids du paludisme. Donc il a étudié sur cette époque-là, on a eu sur Marseille recensé, éventuellement exploitable, plus de 1300 dossiers sur une période de 5 ans. 9 enfants sur 10 étaient d'origine colombienne et à peu près un petit peu plus de la moitié des adultes étaient d'origine colombienne, sur représentation par rapport aux autres populations. Donc on a réussi à extraire en pratique 823 dossiers dont l'âge était connu, sur lesquels on a pu travailler. Vous voyez la répartition en fonction des autres pays, et vous voyez bien évidemment que les enfants qui ont un paludisme viennent essentiellement des Comores. C'est un phénomène qui est beaucoup moins important dans les autres pays, à l'inverse de ce qu'on a chez les Belges. Là, les patients, le profil que nous avions, c'était 4 ans d'âge médian, les enfants 4 ans, les adultes 35 ans, avec une petite représentation masculine un petit peu plus marquée. Où habitaient ces gens? Ils habitaient essentiellement dans les quartiers nord et centre. Comme vous voyez, on n'avait pas les informations pour tous les patients, mais quand on l'avait, on voyait bien la topographie. Et ça tombe bien, c'est l'hôpital Nord et c'est l'hôpital d'Aveyron qui sont dans ces quartiers, donc ça explique aussi un recrutement important. Il y avait des récidivistes dans ces patients, même si on ne savait pas trop, puisque les items n'étaient pas forcément enseignés sur tous les dossiers hospitaliers quand on avait regardé. En tout cas, quand on avait des informations, les enfants, une fois sur 4, avaient déjà eu un antécédent, et les adultes, c'était une fois sur 6 à peu près. Caractéristique du séjour, les enfants c'était pendant l'été, tandis que les adultes, il y avait 2 pics. Le pic d'été, essentiellement les femmes qui accompagnaient les enfants, tandis que nous avions également un pic dans les mois d'hiver qui correspond justement à la période, éventuellement Ramadan, les vacances de fin d'année et les grands mariages. En moyenne, en médian, c'est 45 jours, 1 mois et demi de séjour. Donc un séjour long qui justifie une prévention un peu particulière. Voilà la saisonnalité à mesure des années et dans l'année. Vous voyez que c'est différent. Le chemin de soins, ce qui est intéressant de regarder, c'était finalement comment ça se passe, est-ce qu'ils traînent, est-ce qu'ils ne traînent pas. Eh bien, en médian, adultes et enfants, c'est à peu près la même chose. Entre le moment où les premiers signes apparaissent et le diagnostic, on a à peu près 4 jours. Par contre, on voit que les enfants consultent plus tôt et les adultes consultent plus tard, mais le délai entre le moment où ils consultent et le diagnostic, vu qu'ils vont rapidement sur l'hôpital, en fait, les adultes, le temps est raccourci entre la consultation et le diagnostic.
Il y a sans doute un biais, évidemment, mais en pratique, quand on essaye de le savoir, il y a peu de paludisme de prise en charge en ville exclusive. Donc c'est vrai que le recours à l'hôpital, c'est finalement le bout du chemin pour le gros des patients. Les espèces pasmondiales, c'est largement dominé par la falciparum, presque 9 sur 10 d'espèces qui tuent. Et donc, qu'elles soient de façon monospécifique ou dans le cas d'un polyparasitisme, c'est Plasmodium falciparum qui domine. Les autres espèces sont observées diverses et variées, moins importantes en nombre, mais à prendre en compte. On ne va pas trop développer ça ce soir. La gravité clinique sur les cas considérés, sur la centaine de cas identifiés comme graves, c'est-à-dire ayant un critère de gravité selon les recommandations en vigueur à l'époque, entre 1999 et entre 2001 et 2005, c'était le critère de la conférence de consensus de 99. Il y avait donc un certain nombre d'enfants qui étaient considérés comme graves et 66 adultes également. Il n'y a pas eu de décès. Ça, c'est original parce que je crois que ça a été pointé du doigt sur les différentes études françaises. Il n'y a qu'à Marseille qu'on ne meurt pas du paludisme. En tout cas, quand on est d'origine commune. C'est une exception, on essaie de le comprendre. Il est probable que la consultation rapide puisse jouer un rôle, mais pour l'instant, par chance, on n'a pas eu de décès. On peut s'inquiéter pour savoir si ça va arriver. Et ça, c'est important à savoir à l'esprit, parce que je vous dis qu'il y a plusieurs générations. Il y a des générations qui sont les plus anciens, les migrants, qui ont une prémunition, qui ont été sélectionnés par la nature et qui ont gardé une certaine immunité, qui ont peut-être un délai plus lent pour arriver au décès que ceux qui sont totalement non-immunes. Donc on s'est posé la question, on a essayé de voir s'il y avait une relation entre l'âge et la parasitémie. On a cette tendance où la parasitémie était plus importante chez les jeunes que chez les plus anciens. L'interprétation doit être extrêmement prudente. Et ce qui est certain, c'est que, on va dire, chez les non prémunis, probablement la parasitémie est plus forte, présomption. Et ce qu'on appréhende, enfin, ce que personnellement j'appréhende, c'est d'avoir finalement des descendants de migrants qui ont des parasitémies plus fortes et qui risquent de faire des paludismes graves que les anciens ne feront peut-être pas, parce que justement ils ont une part d'immunité un tout petit peu protectrice vis-à-vis de la mortalité. Donc c'est quelque chose qu'on voit. En prophylaxie, on s'en doute bien que les patients hospitalisés, ce n'est pas forcément des gens qui ont pris leur prophylaxie. L'observance était rare, bonne était rare, et souvent elle était non conforme, très simplement pour plus de 1000 patients sur 10 adultes ou enfants. Quand on regarde ce qui était prescrit à l'époque, eh bien, ce qui est en rouge, c'est pas bon, ce qui est en vert, c'était acceptable, et donc on a quand même beaucoup de prescriptions non recommandées, soit par automédication, soit par mauvaise prescription des médecins. À l'époque, on prescrivait encore de la chloroquine, comme vous le voyez, on prescrivait encore de la salarine, et ça, c'est de la méconnaissance totale, et c'est la mise en danger des patients. Qu'est-ce qui fait peut-être qu'on avait ceci? C'est que les gens partant pour 45 jours, si vous avez un docteur qui vous prescrit la meilleure prophylaxie apparente, c'est-à-dire la malarone, parce que voilà, c'est 7 jours après le retour, etc., mais on oublie de prendre en compte l'aspect économique, eh bien, la famille n'achètera pas la prophylaxie. Donc, ça, c'est le premier point, l'impact économique, le coût de ces médicaments par rapport à la doxycycline. Donc, la malarone est bien plus chère. L'autre problème, c'est que pour les tout petits, et les tout petits voyages aussi au Comores, il y a un problème de disponibilité de molécules efficaces et bien tolérées. Et en dehors de la malarone, évidemment, qui est coûteuse, qui cause problème. Donc, chez les adultes, l'idéal paraît être la doxycycline, qui est certes un antibiotique avec plutôt sensibilisation, mais en pratique, c'est le moins cher et c'est celui qui peut être éventuellement pris si le patient doit prendre son médicament. La lutte antivectorielle, c'était pas bon. Par contre, des efforts sont faits pour les enfants si on en croit ce qui est déclaré. L'impact économique, on est hospitalisé, tout le monde, c'est normal, c'est une étude hospitalière, quand même un coût non négligeable. Vous voyez, ça, l'ensemble a coûté, si vous mettez en plus la réa, peu de réa, mais ça a coûté cher. Et voilà, 2,4 millions d'euros en 5 ans sur cette période-là, c'est une estimation à la louche. Si les patients avaient acheté même de la malarone, on était à 16 fois moins cher. C'est une mauvaise approche médico-économique, mais ça permet d'avoir une idée un petit peu de ce qui se passe. L'évolution, ce qui nous étonne un petit peu actuellement, c'est que 2001-2005, on avait des paludismes des Comores, donc ça c'est des données toutes fraîches parce qu'on est en train de faire la deuxième partie, c'est-à-dire on est en train de faire 2006-2011 en suivi des dossiers de paludisme sur les 4 hôpitaux que je vous ai cités. Donc 2001-2005,
près 800 cas des Comores, 2006-2011, 620 cas, et cette année, le trou. 18 cas sur 64 paludismes mentaux à Marseille. Identifiés, 11 adultes, 7 enfants. Donc un trou total. Et alors que d'habitude, les enfants représentent 90% des dégâts. Donc on se pose des questions là-dessus. Est-ce qu'ils se protègent mieux, nos Marseillais d'origine colombienne? C'est possible. Ce n'est pas forcément la conviction qu'on a en voyant la consultation aux voyageurs. Est-ce qu'ils ont voyagé moins du fait de la crise? C'est encore possible. Les données des transports aériens de Micron. Est-ce qu'il y a une efficacité de la lutte antibiotique sur place, une dispensation de moustiquaires très très généreuse et les ACT, des traitements précoces avec des tests de diagnostic rapide et mise à disposition des relais d'artémisinine en association ont peut-être permis de diminuer le réservoir? Ça, c'est une hypothèse qui mérite d'être confirmée par des lignes locales. Une des hypothèses que je n'ai pas encore réussi à confirmer, parce qu'on a du mal à trouver les informations sur la climatologie des Comores. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à Mayotte, en 2011, il y a eu une sécheresse. Donc, est-ce que ce n'est pas tout simplement un effet des variations climatiques? Dernier point, chimiosensibilité de façon multiparole. Une étude avait été conduite, là encore collaborative, montrait un certain nombre d'informations. La résistance à la chloroquine existait, à la quinine, une sensibilité réduite, et surtout à la tovacone, ça c'est important, avec un petit pourcentage. Mais en pratique, si on met la tovacone plus réduction de sensibilité au cyclohexamine, c'est-à-dire progonine, on risque d'avoir moindre sensibilité à l'association atovaconine progonine en prophylaxie thérapeutique. C'est ce qu'on pouvait pour une. En revanche, je vous ferai remarquer que la susceptibilité à la luméfantrine qui est contenue dans le coartem elle est conservée, tout comme de l'élacomzine. Donc est-ce que dans quelques années on ne sera pas amené à utiliser plus le coartem que le numéron? C'est possible. D'autant que si on a regardé nous sur notre hôpital combien de déchets qu'on avait eu, de mémoire comme ça, on affine un peu les données, mais il y a que 4 échecs de traitement antipaludique, échecs confirmés par parasitologie, 2 à la quinine et 2 à la manarone, qui venaient toutes les deux des Comores sur des gens qui ont pris les médicaments chez nous avec une dispensation infirmière, et la souche a été étudiée, puisque ils ont chuté à G20, ils sont venus chez nous, la souche a été étudiée, il y a une confirmation dessous de la résistance. Donc en synthèse, c'est un problème qui est évitable, mais on n'arrive toujours pas à prévenir. Aujourd'hui, on a de la chance, on n'a pas de mort. Moi, j'ai un petit peu peur de la transition générationnelle. C'est-à-dire que les anciens, ils retournent au pays, ça les active un petit peu, et ils ne font pas de phonographe. J'ai peur que leurs descendants n'en fassent un jour. En cas d'efficacité thérapeutique, aujourd'hui, en tout cas pour l'utilisation de la tovacone progonine, et à mon sens menacée, il ne va peut-être pas venir. Merci, Antoine.